Intégrale définie dépendant d'un paramètre, soit i un intervalle de R, f une fonction de i croix AB avec a inférieur à b vers l'espace vectoriel normé complet E. On suppose que f est continu sur i croix AB. Alors grand F qui à x appartient à i associe l'intégrale de a à b de f de x t dt, donc c'est par rapport à t, est continu. Et petit 2, si des ronds f sur des ronds x existent sur i croix AB, si elle est continue, alors grand F est dérivable. Et la dérivée de grand F est égale à l'intégrale de la dérivée. Donc en fait on démontre que la dérivée de l'intégrale est égale à l'intégrale de la dérivée par rapport à x. Démonstration, f est continu, donc l'application partielle qui est à t appartenant à b pour x fixé associe f de xt est continue, donc grand F est bien défini. On fixe x0, on considère le compact k inclus dans i, alors on va le prendre comme ça ou comme ça ou comme ça, suivant que on a ça. K croix AB est un compact de R2, donc on peut lui appliquer le théorème de Hein, f qui est continu est uniformément continu, donc quel que soit epsilon positif, il existe nu, tel que si x appartient à k, tt' appartient à b et qu'il vérifie ça, alors on a ça. Delta x égale norme de f de x moins f de x0 égale norme de ça est égal à norme de ça, inférieur ou égal à norme de ça. Si je prends x appartient à k et valeur absolue de x moins x0 inférieur à nu, alors t appartient à b et t moins t est égal à 0 inférieur à nu. Donc je peux appliquer ça et donc je vais avoir ça. Donc delta x va être inférieur ou égal, puisque ça c'est inférieur à epsilon sur b moins a, ben, ça va faire b moins a epsilon sur b moins a égale epsilon, donc f est continu en x0, quel que soit x0 appartenant à i, donc grand f est continu sur i. Maintenant je suppose que des ronds f sur des ronds x est continu sur i croix ab. Donc quel que soit x, alors quel que soit x, l'application qui a t appartenant à b associe ça, et donc continue. Donc l'intégrale existe. On fixe x0 appartenant à i, on prend k comme on a pris avant, et donc on a un compact et on peut appliquer Hein, des ronds f sur des ronds x, c'est continu sur k croix ab. Donc quel que soit epsilon positif, il existe nu, tel que quand on a ça, eh bien on a ça. Si je prends x appartenant à k, x différent de x0, j'appelle psi x égale la norme de ce truc-là. Parce que je veux démontrer que ça tend vers 0 pour avoir la dérivée. Eh bien, ça, c'est égal à ça, moins ça. Et donc, je peux l'écrire comme ça. Je laisse vérifier. On fixe t appartenant à b. Cette application-là est dérivable. Donc, d'après le théorème des accroissements finis, il existe C qui dépend évidemment de X, qui a été fixé, mais qui dépend aussi de T, tel que f de xt moins f de x0t égale x moins x0 des ronds f sur des ronds x en cxt t. D'accord? Donc, du coup, je vais pouvoir écrire que ce truc-là est égal à ça va simplifier mon x0, d'accord? Et donc, je vais obtenir que psi x est égal à norme de ça. Donc inférieur ou égal à la somme de norme de ça. Seulement, x appartient à k, x différent de x0, la valeur absolue de x moins x0 est inférieure à nu, mon x de ct appartient à ça. Donc xct moins x0 en valeur absolue est inférieur ou égal à x moins, valeur absolue de x moins x0, donc à nu. Et donc, je vais pouvoir appliquer ça et dire que ça est inférieur à epsilon sur b moins a. Donc ce truc-là est inférieur à epsilon sur b moins a. Donc après, la fin est la même, c'est-à-dire que ça va être inférieur ou égal, on peut mettre l'égal pour être tranquille, à b moins a, epsilon sur b moins a, epsilon. Donc, quel que soit epsilon positif, j'ai trouvé nu, tel que à chaque fois qu'on a ça, eh bien, psi x est inférieur à epsilon. Alors quand je regarde ce que c'est que psi x, eh bien, ça veut dire que ça tend vers 0, et donc ça veut bien dire que la dérivée de f de x est égale à ça. Donc f est dérivable en x0, et f' de x0 est égal à ça, quel que soit x0 appartenant à i. Donc ça veut dire que grand f est dérivable sur i, que sa dérivée est égale à ça. Remarque un petit oubli, dans le théorème précédent au petit 2, on peut même dire que f est de classe C1. En effet, la fonction qui a xt appartenant à i croix ab
donne des ronds f sur des ronds x en xt est par hypothèse continue. Donc si on applique le résultat de la partie 1, la fonction qui a x appartenant à i donne l'intégrale de des ronds f sur des ronds x en xt dt est continue. Or ça c'est exactement f', donc f' est continue, donc grand F est bien de classe C1. Intégrale à paramètres dérivée d'ordre P, on a toujours cette fonction là, donc dans un EVN. On suppose que on a ces hypothèses-là. Xt appartenant à i croix à b donne f de xt est continue. Quel que soit t appartenant à b, x donne f de xt est de classe Cp. Quel que soit k allant de 1 à p, xt appartenant à i croix à b donne la dérivée km en f est continue. Alors, la fonction grand F est de classe Cp. Et pour tout k allant de 1 à p, sa dérivée km est égale à l'intégrale de la dérivée km de f. Démonstration par récurrence sur p, c'est vrai à l'ordre p égale 1, on suppose que c'est vrai à l'ordre p moins 1 supérieur ou égal à 1. Et prenons f, vérifiant les hypothèses de l'énoncé. On pose alors la fonction g. D'après 3, on en déduit que ça c'est continu. D'après 2, on en déduit que quelque soit t, cette fonction-là est de classe p-1, et d'après 3, on en déduit que l'on a ça. Et donc d'après l'hypothèse de récurrence, g qui a x fait correspondre à ça, est de classe cp-1. Alors g km de x, c'est égal à ça. D'accord? Mais des ronds k sur des ronds xk de gxt, c'est des ronds k plus 1 sur des ronds, enfin, c'est la dérivée k plus 1 de f, quel que soit k allant à p-1. Ça va nous servir. On prend maintenant ça, elle est continue. Pour k égale 1, on a ça. Donc on sait, on l'a démontré, que cette fonction f est dérivable et que sa dérivée est égale à ça. Donc sa dérivée, c'est en fait g. D'accord? G est de classe p-1, donc f va être classe p, et f', donc elle est cp, et f' de x est égal à ça. D'accord? C'est-à-dire que ça implique que la dérivée k plus unième de x, ça va être égal à la dérivée km de g, d'accord? Puisque g est égal à f', et la dérivée km de g, c'est égal à ça, quel que soit k allant de 1 à p-1. Donc j'ai ça, et puis j'ai ça pour k allant de 1 à p-1. Donc en fait, j'ai toujours ça, quel que soit k allant de 1 à p. D'où le résultat. Théorème de convergence dominée. Alors, ça c'est un théorème de Lebesgue, hein. Mais là, dans le cadre des fonctions Riemann intégrales. Alors, celui de Lebesgue, on l'a démontré quand on a étudié l'intégrale de Lebesgue. On a une suite de fonctions fn et deux fonctions fg, tout ça de AB vers R, on suppose g intégrable et les fn intégrales. On suppose qu'il y a convergence simple et que quel que soit n, valeur absolue de fn est inférieure ou égale à g. Alors f est intégrable, la somme de a à b de valeur absolue de fn moins f tend vers 0 et somme de a à b de fn tend vers somme de a à b de f. Ça, on ne va pas le démontrer. Remarque, si g est intégrable, donc borné sur a, g est intégrable, donc borné sur ab. Donc on a une relation comme ça qui implique ça. Et réciproquement, si on a ça, quel que soit x appartenant à b, alors on a ça avec g qui va être positif, hein, d'accord, et qui à x donne a, donc constante, donc intégrale. Donc on a en fait le théorème de convergence bornée qui va nous intéresser presque davantage que celui-là. Si fn, d'accord, vérifie ça, si a est positif, que les fn sont intégrables, tendent simplement vers f et que l'on a ça, alors f est intégrable, somme des valeurs absolues de fn moins f tend vers 0, somme de ab de fn tend vers somme de ab de f. Intégrabilité d'une série de fonctions, on a une suite de fonctions fn, une fonction f, tout ça de ab vers r, on suppose les fn intégrables et on suppose que la série tend simplement et converge simplement, donc on appelle f sa somme, et que
la série des sommes des valeurs absolues de Fn est convergente. Alors f est intégrable et la somme des Fn tend vers la somme de f. Remarque, ce résultat ne découle pas du théorème de convergence dominé, mais du théorème de Beppe-Lévy, mathématicien italien fin 19e et 20e siècle, ou qu'on appelle aussi le théorème de convergence monotone. Fn est une suite monotone de fonctions intégrables telles que Fn tend simplement vers f, et on suppose que, quel que soit n, valeur absolue de la somme des Fn est inférieure à un nombre A positif. Alors, A est intégrable, et la somme de A à B de f est égale au sup des sommes de A à B des Fn, c'est-à-dire à la limite, quand n tend vers plus l'infini, de somme de A à B de Fn. Intégrale à paramètre, nous voyons maintenant la continuité dans le cas général, c'est-à-dire pas seulement dans le cas où f est une fonction continue. I est un intervalle de R, f une fonction de I croix AB vers un espace vectoriel normé E de dimension finie, on va voir pourquoi après. On suppose que quel que soit x appartenant à I, la fonction qui a t appartenant à B associe f de xt est intégrable. On suppose que quel que soit t appartenant à B, x appartenant à I donne f de xt continue, et on suppose qu'il existe une fonction phi de AB vers R+ intégrable, telle que f de xt est inférieur ou égal à f à phi de t, quel que soit xt appartenant à I croix à B. Alors la fonction grand F, qui a x appartenant à I associe somme de A à B de f de xt dt, est continue. Alors nous voyons d'abord le cas E égale R. Alors, d'abord, comme ça, c'est intégrable, cette intégrale-là existe, quand f existe. Soit x appartenant à I, on prend une suite xn de I qui converge vers x. Et donc pour montrer que f est continu, il suffit de montrer que f de xn tend vers f de x. On prend la fonction hn qui a t appartenant à B, associe f de xnt. Et la fonction h qui a t appartenant à B associe f de xt. D'après le petit 1, h et les hn sont intégrables. Bon, d'après le petit 3 c'est ça, hn de t est inférieur ou égal à phi de t, quel que soit t appartenant à AB. D'après le petit 2, eh bien comme xn tend vers x, et que la fonction ici est continue, f de xn de t tend vers f de xt, donc quel que soit t appartenant à B. Ce qui veut dire que hn de t tend vers h de t, quel que soit t appartenant à B. Et phi est intégrable, donc on peut appliquer le théorème de convergence dominée, et on dit que l'intégrale de hn tend vers l'intégrale de h. Et ça nous fait quoi? L'intégrale de hn, ça fait ça, l'intégrale de h, ça fait ça. Et donc ça nous dit exactement que f de xn tend vers f de x. Donc f est continu en x, quel que soit x, et donc f est continu. Dans le cas d'un espace vectoriel de dimension d supérieur ou égal à 2, on prend une base, d'accord, et f s'écrit comme ça, avec les coordonnées fk relativement à cette base, où fk de i vers r, eh bien, à xt, oui, où fk est une fonction de i croix à b vers r. Voilà. Alors, quel que soit x appartenant à i, t appartient à b donne f de xt est intégrable. Ça, on sait que ça équivaut à dire que quel que soit k, cette application est intégrable. Quel que soit t appartenant à b, ça c'est continu. Et ça équivaut à dire que toutes les coordonnées sont continues. Et puis ça, c'est inférieur ou égal à phi de t. Alors, les normes sur E étant équivalentes, on prend cette norme-là, et là, du coup, ça nous dit qu'on a ça, quel que soit xt appartenant à B. D'après la partie 1, puisque les fk remplissent les conditions de la partie 1, fk qui a x appartenant à i donne ça, est continu. D'accord? Eh bien, on sait que relativement à B, quelle que soit la norme sur E, grand f de x est égal à ça. On l'a déjà démontré. Hein, et grand f de x est égal à ça. A pour coordonnées, pardon. C'est ça qu'on a déjà démontré. A pour coordonnées, somme de A à B,
de fk de xt dt égale fk de x. Les fk sont continus, donc on en déduit que f est continu, d'où le résultat. Intégrale à paramètre, passage à la limite. On a cette fonction f, comme d'habitude. I, on suppose que i a une borne ouverte alpha, qui peut être plus ou moins l'infini. Et on suppose plein de choses. Quel que soit x, cette fonction est intégrable. Quel que soit t, cette fonction est continue. Et la limite de f de xt quand x tend vers alpha est égale à L de t, et ce L de t, cette fonction L, est intégrable. Et il existe une fonction phi intégrable de AB vers R+, telle que l'on a ça, quel que soit t appartenant à AB et x appartenant à i. Bon, on sait déjà avec ces hypothèses que cette fonction grand f est continue, mais on aura de plus, et c'est ça qu'on va démontrer. Cette fonction grand f a une limite en alpha qui est égale à cette intégrale. D'abord, dans le cas alpha appartient à R, on considère J égale I union alpha, qui est donc un intégral, et qui est donc un intervalle, et cette fonction. D'accord ? Si x appartient à I, alors celle-là est intégrable, c'est dans les hypothèses, et pour x égale alpha, ça c'est intégrable. Donc quel que soit x, ça c'est intégrable. Si x appartient à I et t appartient à AB, on a ça. Et si on fait tendre x vers alpha, comme on a ça, alors on va avoir ça. Donc on va avoir ça. Donc finalement, on a ça, quel que soit t appartenant à B et x appartenant à J. Donc de ces hypothèses-là sur la fonction G, on en déduit que grand G, qui est xt appartenant à J croix AB, donne ça, est continu, et donc la limite de g de x en alpha est égale à g de alpha. Et donc la limite de g de x en alpha, c'est-à-dire que x est différent de alpha, donc c'est la limite de f de x en alpha, et donc c'est égal à ça, et donc c'est égal à ça, terminé. Petit 2, k alpha égale plus l'infini, il existe un positif, tel que ça va dans I, et donc on prend j égale 0 ouvert, 1 sur a fermé, et donc on a cette fonction continue, et on invente cette fonction g. Alors pour x appartenant à ça, t appartenant à b donne f de 1 sur xt est intégrable, parce que 1 sur x appartient à i. Donc t appartient à b donne g de xt est intégrable. Quel que soit t appartenant à b, ça c'est continu, ça aussi, donc par composition c'est continu. Donc g de xt est continu. D'accord ? Et de plus, la limite de g de xt quand x tend vers 0 est égale à la limite de f de 1 sur x quand x est égal à 0. Donc c'est ça, donc c'est L de t, et on sait que L de t est intégrable. Donc on est dans le cas 1 avec la fonction g, on peut dire que ça, c'est une fonction intégrable continue. G est continue. En fait, c'est ce qui m'intéresse. Intégrable, c'est continu. Voilà. Alors elle est continue, et de plus, on sait que, c'est la partie d'avant, limite de g de x en 0 est égale à ça. Donc la limite de f de x en plus l'infini, qui est égale à la limite de f de 1 sur x quand x tend vers 0, qui est donc la limite de g de x en 0, va être égale à ça, d'où le résultat. Et c'est pareil en moins l'infini. Intégrale à paramètre dérivabilité, cas général. I est un intervalle de R. F est une fonction de i croix AB dans un espace vectoriel normé de dimension finie D supérieur ou égal à 1. On suppose que quel que soit x appartenant à i, la fonction qui a t appartenant à b associée f de xt est intégrable. 2. Que quel que soit t appartenant à b, la fonction qui a x appartient à i associée f de xt est de classe C1. Petit 3. Quel que soit x appartenant à i, t appartenant à b donne des ronds f sur des ronds x en xt est intégrable. Et petit 4, il existe y, il existe phi, de AB vers R plus intégrable, tel que la norme de des ronds f sur des ronds x en xt est inférieure ou égale à phi de t, quel que soit xt appartenant à i croix AB. Alors la fonction grand f qui a x appartenant à i donne somme de a à b de f de xt dt et de classe C1. Alors, on va démontrer qu'elle est de classe C1 et f' de x
est égal à somme de A à B de d rond f sur d rond x en xt dt. J'ai rajouté, je dis on va le démontrer parce que je m'aperçois là que je n'ai pas encore démontré. Voilà. Mais ça va venir. On peut remplacer 4 par ce que j'appellerais 4'. Quel que soit un segment J égale UV inclus dans I, il existe une fonction phi J de AB de RR plus intégrable telle que norme de d rond f sur d rond x en xt est inférieure ou égale à phi J de t, quel que soit xt appartenant à J3AB. Il est évident que 4 implique 4', il suffit de prendre phi J est égal à phi, on fera la démonstration donc avec 4'. Démonstration d'abord dans le cas E égale R, soit alpha appartenant à I, J égale UV inclus dans I tel que U égale alpha si alpha est une extrémité de I, ou V est égal à alpha si V est une extrémité de I, et puis ça sinon, U inférieur à V. 4' implique qu'il existe phi J de AB vers R+, tel que valeur absolue de d rond f sur d rond x en xt est inférieure ou égale à phi J de t, quel que soit xt appartenant à J croix AB, soit xn une suite de J qui converge vers alpha. On veut montrer que f de xn moins f de alpha sur xn moins alpha tend vers l'intégrale de A à B de d rond f sur d rond x en alpha t. D'accord? Alpha t dt. Soit Hn, cette fonction-là, elle est intégrable puisque ces deux-là le sont. D rond f sur d rond x en alpha t existe, limite de xn quand n tend vers plus l'infini est égal à alpha. Donc, limite quand n tend vers plus l'infini de ce truc-là est égal à ça, est égal à ça, quel que soit t appartenant à B. X appartient à UV, donc f de xt est dérivable. Non, cette fonction-là est dérivable, voilà. Donc, il existe, j'applique le théorème des accroissements finis, il existe θn de t appartenant à ça, tel que f de xnt moins f de alpha t est égal à xn moins alpha, d rond f sur d rond x, en θn de t, quel que soit t appartenant à AB. Donc, ça fait que valeur absolue de Hn de t, hein, eh bien, il va être, ce xn moins alpha simplifie ça, et donc ça fait d rond f sur d rond x en θn de t, t, en valeur absolue. Donc c'est inférieur ou égal à phi j de t, quel que soit t appartenant à AB. Car θn de t, voilà, ces inclusions. Phi j est intégrable, donc finalement, et puis on a dit que Hn était intégrable et qui tendait vers ça, donc on peut dire qu'il est intégrable. On peut dire, donc d'après le théorème de convergence majorée, que Lebesgue, donc somme de A à B de Hn de t dt tend vers ça. Somme de A à B de Hn, hein, c'est ça, d'accord? Et ça, bon, bah, c'est quoi ça? C'est quand je fais la somme de A à B de f de xn de t, c'est ça, d'accord? Et puis l'autre, c'est ça. Voilà. Et donc, ce que je viens de démontrer, c'est que cette limite-là est égale à ça, pour tout de suite xn, qui tend vers alpha dans J. Donc, limite de ça quand U tend vers alpha, c'est pas U moins T, d'ailleurs, c'est U moins alpha, est égal à somme de A à B de d rond f sur d rond x en alpha t dt. dt. F est donc dérivable d'un alpha, hein, c'est ça que ça veut dire, hein, et f' de alpha est égal à somme de A à B de d rond f sur d rond x en alpha t dt, quel que soit alpha appartenant à I, donc f est dérivable sur I, et f' de x est égal à somme de A à B de d rond f sur d rond x en xt dt. Alors d'où le résultat? Ben, pas tout à fait, hein, parce qu'il nous reste à démontrer encore, à dire, à expliquer pourquoi ça c'est de classe C1, donc pourquoi ça c'est continu, et puis ensuite le cas de l'espace vectoriel de dimension finie. Suite et fin de la démonstration dans le cas E égale R, quel que soit x appartenant à J, t appartenant à B donne d rond f sur d rond x en xt est intégrable. Quel que soit t appartenant à B, x appartenant à I donne d rond f sur d rond x en xt est continu, car on a ça. Et on a ça,
quel que soit t appartenant à B, donc x appartenant à j donne ça, et continue sur tout j inclus dans AB. Bah oui, d'accord. Donc, ça c'est ce qu'on avait démontré avec la continuité des intégrales à paramètres. On utilise ce théorème. Donc, comme c'est vrai, quel que soit un segment j, on en déduit que la fonction qui a x appartenant à i donne ça, est elle-même continue. Donc f est bien de classe C1. Si E est de dimension D supérieure ou égale à 2, excusez-moi mais je suis fatigué, on se met dans cette base, on fait comme avec la continuité, quel que soit x appartenant à i, t donne f de xt est intégrable, quel que soit donc k égale 1, ça implique la continuité de f, ça implique la continuité de toutes les applications, toutes les coordonnées, hein, les fonctions coordonnées, quel que soit t appartenant à b, x appartenant à i donne fxt est de classe C1, donc les fonctions coordonnées aussi, quel que soit x appartenant à b, t donne des ronds f sur des ronds x en xt est intégrable, donc les coordonnées aussi, tout ça c'est des théorèmes qu'on a déjà vus, hein. Et quel que soit le segment j inclus dans i, il existe phi j, d'accord, tel que l'on a ça, on prend cette norme-là, de toute façon les normes sont toutes équivalentes, donc on obtient ça, et donc on peut appliquer la partie 1 qui nous dit que ça est dérivable sur i, hein, et que f' de k de x est égal à ça, d'accord. Donc f est dérivable, voilà. Et on sait que quelle que soit la norme, les coordonnées de la dérivée de f, c'est grand F, hein, ça va être ça. Donc f' de x va avoir pour coordonnées ça, d'accord. Et ça nous fait en fait somme de A à B de d rond f sur d rond x en xt dt. De plus, les fk, on l'a vu, tous les fk sont C1, donc f est lui-même C1, d'où le résultat. Tout est facile. Intégrale à paramètres, on voit maintenant la dérivée d'ordre P. On a un intervalle, une fonction f, hein, comme d'habitude. Et on suppose que quel que soit x appartenant à i, t appartenant à b donne f de xt est intégrable. Quel que soit t, x donne f de xt classe cp. Quel que soit x appartenant à i, k compris entre 1 et p, t donne la dérivée km de f en xt est intégrable. Ça c'est fonction t. Hein. Pour tout segment j inclus dans i, il existe une fonction phi kj intégrable, vérifiant ça, quel que soit t appartenant à b, et quel que soit x appartenant à j. Avec toutes ces conditions, ça en fait pas mal quand même. Hein. Alors la fonction f qui a x appartenant à i donne somme de a à b de f de xt dt est de classe cp. Pour tout cas compris entre 1 et p, la dérivée km, c'est l'intégrale de la dérivée km de f par rapport à x. Démonstration par récurrence sur p. On l'a déjà démontré pour p égale 1. Supposons que ce soit vrai jusqu'à l'ordre p moins 1 supérieur ou égal à 1 et prenons f, vérifiant les conditions, les hypothèses de l'énoncé. Alors, je considère cette fonction-là, d'après la condition 3, quel que soit x, t donne g de xt est intégrable. D'après la condition 2, quel que soit t, cette application-là est classe cp-1. Et d'après la condition 3, quel que soit x et k compris entre 1 et p-1, ça c'est intégrable. Et enfin, d'après la condition 4, on a ça. D'après le théorème précédent, c'est pas d'ailleurs vraiment d'après le théorème précédent, hein, c'est d'après l'hypothèse de récurrence. Hein, voilà, hypothèse de récurrence. Pas du tout le théorème précédent. Eh bien, on en déduit que cette fonction-là est de classe cp-1 et que sa dérivée km, pour tout cas compris entre 1 et p-1, est égale à ça. Mais la dérivée km de g, c'est la dérivée k plus unième de f de xt. D'accord? Donc on retient ça. T appartenant à b donne f de xt est intégrable. Pour k égale 1,
t donne des ronds f sur des ronds x dans xt est intégrable, et d'après la condition 4, il existe phi j1 pour tout segment j, bref, hein, includant i, tel que l'on est ça. Ok? On sait, alors là par contre, c'est grâce à au théorème qu'on a vu précédemment, que f est dérivable et que sa dérivée est égale à ça. Donc sa dérivée est égale à ça, et donc à ça. Donc ça veut dire que f' est égal à g. Comme g est de classe cp-1, f est de classe cp. La dérivée de f est égale à ça. Et par ailleurs, le 5 nous dit que la dérivée k plus unième de x, qui est la dérivée k'ième de x, est donc égale à ça. D'accord? Voilà. Donc, et ça c'est pour tout cas allant de 1 à p-1. Donc finalement, f k'ième de x est égal à ça, quel que soit k allant de 1 à p, d'où le résultat. Le théorème de Fubini. Fubini, mathématicien italien, fin du 19e, première partie du 20e siècle. Sa spécialité, c'est l'analyse. On a une fonction f qui est continue, et on peut donc écrire cette fonction qui est aussi continue, parce que celle-là est continue. Même h est continue. Ce qu'on va démontrer, c'est que ces deux intégrales-là sont égales, autrement dit que ici, on peut inverser les intégrales. Démonstration donc, on considère f1 qui a y appartenant à i, ceci somme de a y de g de x dx. Alors elle est dérivable parce que g est continu et f'1 de y est égal à g de y. Soit grand G, la fonction qui a yt appartenant à y croix j, associe somme de a y de f de xt dx. Elle existe parce que celle-là est continue, quel que soit t appartenant à j. Montrons que g est continu. Donc on prend y0, t0, yt, donc les deux appartenant à y croix j, on essaye de minimiser ça en norme. Donc ça c'est égal à ça, la norme, bah, on fait un petit peu de relation de Chasles et puis inégalité triangulaire, et on prend un epsilon positif. Comme f est continu sur le compact y croix j, elle est bornée, d'accord? Et donc on peut se débrouiller pour avoir ça en imposant ça. Et puis toujours parce qu'elle est continue sur le compact y croix j, on peut lui appliquer le théorème de Hein. Il existe nu1 tel que si on a ça et ça, sauf que c'est nu1 ici, et bien norme de f de x't' moins f de xt est inférieure à epsilon sur 2 vecteurs de b-. On prend x' égale x, donc on aura ça, et t' égale t0. Donc, et on se débrouille pour avoir ça. Alors, à ce moment-là, on va avoir ça. Donc, soit nu le plus petit de nu1 et de epsilon sur 2m. D'accord? Eh bien, comme on a ça et ça, on va avoir ce truc-là qui est inférieur à epsilon sur 2, puis l'autre aussi. Bon, en fait, le premier était inférieur à epsilon sur 2m moins a, valeur absolue de y0 moins a. Et puis l'autre, on a déjà vu que l'autre était inférieur à epsilon sur 2, ben, je crois, oui c'est ça. Et donc le total, ça fait que c'est inférieur à epsilon. Donc la fonction g est continue, quel que soit en y0, t0, quel que soit y0, t0 appartenant à y croix j. Donc elle est continue sur y croix j. G de yt est égal à ça. Quel que soit t appartenant à j, x donne f de xt continue. Donc dérangé sur des ronds y est égal à f de yt, et on sait que cette fonction-là est continue, donc en fait celle-là est continue. Donc la fonction f2 qui a y appartenant à i associe ça est dérivable, et même de classe C1, et f'2 de y est égal à somme de c à d de la dérivée de ce truc-là, qui est égal à f de yt. Ça, c'est le théorème de dérivation qu'on... Non, je n'ai même pas ça d'ailleurs, c'est évident, il n'y a rien à dire en fait. Oui, voilà, il n'y a rien à dire.
Donc on a ça, quel que soit y appartenant à i. Donc on voit que f' de y est égal à g de y, mais g de y c'est f' de y aussi, parce que ça on l'avait vu ici, et quel que soit y appartenant à i, donc f2 et f1 diffèrent d'une constante. f1 de a ça fait 0, c'est facile, on remplace y par a, et f2 de a ça fait ça, d'accord, parce que f2 de a, c'est quand je remplace y par a. Bon, g de at, lui, c'est ça. Et donc ça fait 0, donc f2 de a est égal à 0. On intègre 0 entre c et d. D'accord. Donc les deux valent 0, donc k est égal à 0, la tête à toto. Donc f2 est égal à f1, donc f2 de b est égal à f1 de b. f1 de b, c'est ça. f2 de b, f2 de b, c'est ça. Mais g de bt, c'est quoi? G de bt, faut prendre la définition de G de BT, ça fait somme de A à B de F de XT dx. Donc c'est H de T. Donc F2 de B, c'est somme de CAD de H de T dt. Et ça va être égal à ça. Donc j'en déduis ça. Et c'est exactement ce que je voulais démontrer. Terminé. Exemple, on veut calculer I égale somme de 1 à 2 de somme de 1 à 3 de T exponentielle tx dt dx. Alors, écrit comme ça, on a envie de commencer par celle-là. Si on commence par x égale somme de 1 à 3 de t exponentielle tx dt, on a envie de se débarrasser du t en dérivant. Donc on va intégrer par partie. Donc on va commencer par intégrer exponentielle tx. Donc ça nous fait, comme on intègre par rapport à t, ça fait ça, fois t, entre t égale 1 et 3, moins somme de 1 à 3. Et là, je dérive le t qui fait 1, et donc je me retrouve avec ça. Donc ici, je me retrouve avec exponentielle 3 exponentielle 3x moins exponentielle x sur x moins, et ça j'intègre ça par exponentielle tx sur x2 entre 1 et 3, ce qui me fait exponentielle 3x moins exponentielle x sur x2. Le problème, c'est comment je vais intégrer ça par rapport à x, parce qu'il y a du x, et du x2 et du exponentiel. Pas évident. Donc, je remarque tx appartenant à 1, 3, croix 1, 2, donc 1, 3 pour t, et puis l'autre c'est 1, 2, donne ftx égale t exponentielle tx, et continue comme produit de fonction continue. Donc, on peut appliquer le théorème de Fubini, et donc inverser les intégrales et dire que c'est somme de 1 à 3 de f de tx, mais je fais d'abord par rapport à x et ensuite par rapport à t. Donc ça fait ça. Donc je calcule jx qui est égal, là c'est facile parce que par rapport à x, j'intègre, ça fait exponentielle tx sur t, et donc ça se supprime. Donc il me reste du exponentiel, là c'est x, hein, 2t moins exponentielle t, et donc i est égal à la somme de 1 à 3 d'exponentielle de t moins exponentielle t dt, ce qui nous fait du exponentiel de t sur 2 moins exponentielle t entre 1 et 3, donc exponentielle 6 sur 2 moins exponentielle 3 moins exponentielle 2 sur 2 plus exponentielle. Et voilà. Un cas particulier du théorème de Fubini, c'est le cas où on a deux fonctions, f et g. Donc là, je suis dans le cas e égale r ou c, toutes les deux continues. Alors, somme de a à b de somme de c à d de f de x, g de t dt dx est égal à somme de a à b de f de x dx multiplié par somme de c à d de g de t dt est égal à somme de c à d de somme de a à b de f de x, g de t dx dt. Démonstration. Bon, ça c'est continu, hein, comme produit de fonction continue, Fubini nous dit ça. Mais en réalité, on n'a pas besoin de Fubini pour démontrer ça. Il suffit de remarquer que somme de CAD de f de x de g de t dt, là-dedans il y a quelque chose qui ne dépend pas de t, je peux le sortir, c'est f de x, d'accord? Et puis ça va être une constante qui ne dépend pas de x. Du coup, quand je vais avoir ça, je vais avoir ça, donc ça.
Et donc, ça va me faire K, c'est-à-dire ce truc-là, multiplié par ce truc-là. Puis je fais la même chose dans l'autre sens avec celle-là. Somme de AB de f de x, g de t de x, c'est g de t, je le sors parce qu'il ne dépend pas de x, fois ça. Ça, c'est une constante mu qui ne dépend pas de t. Et donc, somme de CAD de ce truc-là, ça va être somme de CAD de mu g de t, je sors le mu, donc ça fait ça, et le mu, je le remplace par sa valeur, c'est-à-dire ça. Et là, je retombe donc sur ce que j'avais trouvé avant, et je peux dire que c'est égal à ça. Sauf que, oui, c'est ça, exactement, ça est égal à ça. Et donc, c'est terminé. Théorème, I est un intervalle de R, F une fonction qui a xt appartenant à I croix à B associe F de xt appartenant à l'espace vectoriel normé complet E, continue. Alors, l'application psi qui a xuv appartenant à ça associe somme de U à V de F de xt dt appartenant à E et continue. Démonstration, on va fixer x0, u0, v0, on prend aussi xuv qui appartiennent à ça, et on considère delta égale psi de xuv moins psi de x0, u0, v0, c'est-à-dire cette somme moins celle-là. Et là, on va décomposer un petit peu, non pas celle-là, mais on décompose celle-là, en somme de u0 à v0, donc ça fait somme de u0 à u, plus somme de u à v, plus somme de v à v0. Et on sort la somme de u à v, on la met avec celle-là. Et donc ça fait ça, parce que c'est des x0t. Moins la somme de u0 à u, moins la somme de v à v0, c'est-à-dire plus la somme de v0 à v. Bon, j'appelle ça petit 1, f continue, donc cette application-là est continue, donc bornée sur le compact AB, donc on a ça. Et il existe H positif tel que, alors c'est suivant la configuration de x0 dans I, c'est-à-dire si x0 est une borne ou n'est pas une borne de I, mais on va prendre ce voisinage de x0. F est continu sur V qui est compact, hein, parce que j'ai fermé V croix AB, donc F est continu sur V croix AB, produit de deux compacts, donc uniformément continu d'après le théorème de Hein. Donc quel que soit epsilon positif, il existe nu1 positif, tel que à chaque fois qu'on a ça, ben on a ça, et je choisis epsilon sur 3 facteur de b-a. Et j'impose à nu1, ce qui est toujours possible, est inférieur à h pour rester dans cet intervalle. On prend t' est égal à t, donc ça fait bien valeur absolue t' moins t égale 0 inférieur à nu1, donc ça veut dire que, et je vais prendre x' est égal à x0. Donc à chaque fois que valeur absolue de x moins x0 sera inférieure à nu1, je pourrai appliquer ça, et donc ça me fera ça. Quel que soit t appartenant à AB. Alors maintenant, si je prends 1 et que je mets des normes, ça va être inférieur ou égal à la norme de ça, plus norme de ça, plus norme de ça. La première va être inférieure ou égale à valeur absolue de V moins U fois, et là je prends un majorant epsilon sur 3B moins A. D'accord, parce que j'impose... il faut bien voir que là j'ai imposé valeur absolue de x moins x0 inférieure à nu1. Attention, c'est pour ça que j'ai le droit de faire ça. Plus, et l'autre, ça va être valeur absolue de u moins u0, et ça c'est petit que m, donc fois m, et pour la dernière c'est pareil. Et si, donc ça, comme v moins u en valeur absolue est inférieur ou égal à b moins a, ça se simplifie, c'est donc inférieur à epsilon sur 3. Et donc, je vais rendre les autres inférieurs à epsilon sur 3 en ayant ça. D'accord? Donc, je vais choisir nu, tel que nu est égal à 1 demi de inf de u1, nu1, et de epsilon sur 3 nu. Comme ça, si je prends ça, en imposant ça, avec valeur absolue de x moins x0 inférieur à nu, ben, j'aurai ça, puisque nu est inférieur à nu1, et avec ces deux-là, j'aurai ça, puisque nu est inférieur à epsilon sur 3n. Donc en fait, au final, je vais avoir que
norme de delta est inférieure à 3 fois epsilon sur 3. J'ai tout fait pour en fait, hein, d'accord. Et donc j'obtiens que norme de delta est inférieure à epsilon. Et donc je me suis débrouillé pour avoir ça. C'est-à-dire, quel que soit epsilon positif, j'ai été capable de trouver une nu, tel que à chaque fois qu'on est ça, on est ça. Donc ça veut dire que psi est continu en x0, u0, v0, quel que soit x0, u0, v0 appartenant à ça. Donc psi est continu, d'où le résultat. Conséquence, si je prends la fonction f qui est xt appartenant à i croix à b à ceci, f de xt appartenant à l'espace vectoriel normé complet E, que je la suppose continue, je prends u et v des fonctions continues de i vers ab, alors l'application phi qui est à x appartenant à i à ceci, u, somme de u de x à b de x de f de xt dt, et continue démonstration, bah en fait elle est la composée de cette application phi, psi, avec alpha, l'application qui est à x appartenant à i à ceci, x, u de x, v de x, qui est continue parce que x donne x donne u de x donne v de x sont continues. D'accord? Donc phi va être continu et c'est terminé. Théorème, on a un intervalle i de R, une fonction f comme ça, E est un espace vectoriel normé de dimension finie, f est continu. On suppose que f a une dérivée partielle d rond f sur d rond x, donc qui fait ça et qui est continu. Et on suppose que u et v sont deux fonctions dérivables. Alors phi, cette fonction-là, est dérivable et sa dérivée est égale à v' de x de f en x, v de x, moins u' de x, f en x, u de x, plus somme de u de x à v de x de d rond f sur d rond x en xt dt. Si u et v sont de classe C1, c'est-à-dire si u', v' sont continus, alors phi est de classe C1. Cas particulier, u est égal à a constante, alors la fonction phi devient ça, elle est dérivable, et sa dérivée est égale à ça. D'accord? Et elle aussi, si v est de classe C1, eh bien phi va être de classe C1. Démonstration, on a déjà vu que phi est continu égale à psi rond alpha, où alpha c'est cette application-là, et psi c'est celle-là. U et v sont dérivables, donc alpha est dérivable, sa dérivée est égale à ça. F est continu, donc psi est continu, ça a été vu. F continu et d rond f sur d rond x c'est continu, donc d rond psi sur d rond x, qui a x, y, z, à ceci d rond psi sur d rond x en x, y, z, existe, elle est égale, on le sait, à somme de y à z de d rond f sur d rond x en xt dt. Et elle est continue parce que d rond f sur d rond x est continu. D rond psi sur d rond y, c'est égal, on dérive par rapport à y, donc ça fait moins f en x, y, parce que f est continu. Et d rond psi sur d rond z existe aussi, et ça va être égal à f en x, z, car f est continu. Donc, psi, il a des dérivées partielles d rond psi sur d rond x, sur d rond psi sur d rond y, d rond psi sur d rond z, qui sont continues. Donc elle est différentiable en x, y, z, et sa différentielle est égale à ça. Phi est dérivable, et donc phi est dérivable, parce qu'en fait, phi c'est la composée de psi qui est différentiable, et de alpha qui est dérivable. Et on sait qu'alors, phi' de x est égal à la différentielle d'un alpha de x auquel j'applique le vecteur alpha' de x. Donc ça fait d rond psi sur d rond x en alpha de x, c'est-à-dire comme ça, fois u' de x, en fait le dx devient u', d'accord. Le dy devient u' de x, donc là ça ne change pas, et puis là aussi. Donc j'obtiens phi' de x égale, le premier ça me fait somme de u de x à v de x de ça, le deuxième ça me fait ça, et le troisième fait ça, d'où le résultat. Et évidemment, si u et v sont de classe C1, ça c'est continu, ça c'est déjà continu, ça c'est continu, ça aussi, ça on sait que c'est continu, donc tout est continu. Donc phi' est continu et phi est de classe C1. Si u est égal à a, u' est égal à 0, donc dans ma formule, il y a un truc qui disparaît, et il ne reste plus que ça. Somme de a, c'est le truc en u qui disparaît, c'est ça qui disparaît. Donc il reste ça. D'accord? Et là aussi, évidemment,
si V est continu, ça c'est... Si, pas si V est continu. Si V est de classe C1, V' est continu, ça c'est continu, et à ce moment-là, phi' va être continu, donc phi de classe C1. Un exercice E, l'ensemble des fonctions continues de R vers R, T, cette application. Alors TF arrive en E parce qu'en fait, alors avec TF qui a X appartenant à R donne ça. Et comme F est continu, ça c'est bien une application qui est continue. Donc on a affaire à un endomorphisme sur le R espace vectoriel E, et quel que soit N, quel que soit F, on a cette formule. Alors la linéarité est évidente, hein. T de lambda F est égal à lambda TF, et puis T de F plus G est égal à T de F plus T de G, c'est évident, parce que c'est la linéarité de l'intégrale. Alors, cette formule, elle est évidente si n est égal à 1, bah oui, puisque ça fait TF est égal à 1 sur factoriel de 0, c'est-à-dire 1, et puis là, ça nous fait somme de 0 à x de f de t dt. Donc, supposons qu'elle soit vraie à l'ordre n supérieur ou égal à 1, considérant cette fonction g. D'accord? Et soit phi qui a xt associe ça, donc g de x est égal à ça. Bon, bah phi est continu parce que cette application-là est continue et l'autre aussi est continue. De plus, d rond phi sur d rond x en xt est égal à ça, qui est continu aussi. Donc on sait que u est dérivable. Alors, par ailleurs, u est dérivable. Voilà. Donc, on en déduit d'après le théorème précédent que g est dérivable et que g' de x est égal à u' de x phi en x u de x plus somme de 0 à u dx de d rond phi sur d rond x en xt dt. Alors, ça c'est phi en xx, mais ça, phi en xx, ça fait 0 parce que x moins x, d'accord? Plus somme de 0 à x de n fois la dérivée, donc ça fait ça, donc ça fait n fois ça. Donc j'obtiens que g' de x est égal à n fois, mais ce truc-là, d'après l'hypothèse de récurrence, est égal à n moins 1 factoriel tn de f en x. Donc ça fait factoriel n tn de f en x, quel que soit x. T de f est continu, et donc par une récurrence évidente, t à la puissance n de f aussi. Donc, ici, j'ai g' de x qui est égal à une fonction continue. Ben, je sais que g de x est égal à n factoriel, somme de 0 à x de cette fonction. Donc ça fait ça. Et donc, ça fait factoriel n. Hein. Et ça, je reconnais quoi ici? Tn de f, si je l'appelle g par exemple, bah ça fait t de g. Donc ça fait t de g. Donc ça fait t en tn de f. Donc ça fait tn plus 1 de f de x. Donc j'obtiens ça, quel que soit x appartenant à b. Donc tn plus 1 de f en x est égal à ça. Et ça, c'est exactement 1 à l'ordre n plus 1. Donc ça veut dire que la propriété est héréditaire, d'après le théorème de récurrence, elle est toujours vraie.